Des frappes russes sur les régions de Kharkiv et Zaporijia ont fait au moins 7 morts et 13 blessés. Selon le maire de Lozova, une ville touchée, c'est l'attaque la plus intense depuis le début du conflit. Préoccupée par la situation humanitaire à Gaza, la Slovénie est le premier pays de l'UE à interdire tout commerce d'armes avec Israël. Où en sont les autres ? La Cour suprême du Brésil assigne à résidence l'ancien président Jair Bolsonaro pour avoir violé les mesures de précaution concernant les messages politiques. Au moins 7 personnes ont été tuées et 13 autres blessées dans des frappes sur les régions ukrainiennes de Kharkiv et de Zaporijia. Des attaques qui surviennent quelques jours avant que le président américain Donald Trump ne fixe une date limite pour que Moscou accepte une trêve ou s'expose à de nouvelles sanctions. Une frappe visant la ville de Lozova dans la région de Kharkiv a tué 3 personnes et touché des infrastructures critiques, notamment des immeubles résidentiels, des infrastructures ferroviaires dont la gare de la localité, selon le maire de la ville. Celui-ci a déclaré qu'il s'agissait de l'attaque la plus intense contre ses habitants depuis le début de l'invasion russe en février 2022. Il dénonce également une véritable action terroriste à l'encontre de gens pacifiques qui dormaient paisiblement. À Zaporijia, 4 personnes ont été tuées et 3 autres blessées selon le gouverneur de la région. De son côté, l'armée russe revendique la prise d'une localité dans l'oblast de Dnipropetrovsk, frontalière de la Russie. Les Pays-Bas inaugurent le nouveau programme de l'OTAN pour fournir de l'aide militaire à l'Ukraine. Le gouvernement a annoncé une contribution de 500 millions d'euros qui comprend le transfert de munitions, de missiles et de systèmes de défense antimissiles américains Patriot. Le mois dernier, le président américain Donald Trump a déclaré que les États-Unis continueraient à fournir des armes à l'Ukraine, mais que celles-ci seraient financées par les alliés européens et le Canada. Le patron de l'OTAN, Mark Rutte, a remercié les alliés à veiller à ce que l'Ukraine reste équipée pour continuer à se défendre contre la Russie. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui exprimé sa gratitude à Amsterdam pour avoir ouvert la voie à ce nouvel effort. En l'absence d'un consensus au niveau européen, la Slovénie a fait cavalier seul. Elle est le premier pays de l'UE à avoir interdit tout commerce d'armes avec Israël, y compris le transit et l'importation. Cette décision vise à intensifier la pression sur l'État israélien pour mettre un terme à la guerre à Gaza. L'annonce est surtout symbolique puisque le gouvernement slovène n'a délivré aucun permis d'exportation d'armes vers Israël depuis octobre 2023. Les premiers fournisseurs d'armes à Israël sont les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne lui vend principalement des frégates et des torpilles, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. D'autres pays européens tels que la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas ne sont pas allés aussi loin que la Slovénie, mais ont réduit leurs exportations d'armes vers Israël. En effet, le traité sur le commerce des armes de 2013 interdit aux États de transférer des armes qui serviront à commettre des génocides ou des crimes contre l'humanité. En 2008, les pays de l'UE se sont également engagés à refuser les transferts de technologies et de matériel militaire qui pourraient servir à prolonger des conflits armés. Pour les États européens, il y a une obligation non seulement de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à commettre des crimes à Gaza, mais également de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à maintenir les dimensions terrestres, aériennes ou navales de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Et donc ça englobe en fait la quasi-intégralité du matériel militaire qui pourrait servir à l'armée israélienne. Dans les faits, des exportations européennes de matériel militaire vers Israël se poursuivent. Certains pays déclarent notamment que les pièces sont seulement assemblées en Israël ou qu'il s'agit de matériel d'entraînement qui n'est pas utilisé à Gaza. Et donc le travail de plusieurs associations de défense des droits humains en Italie, également de la presse d'investigation italienne, ont révélé que en fait, le gouvernement italien avait juste suspendu l'accord de nouvelles licences d'exportation, mais tout ce qui avait été autorisé avant le 7 octobre 2023 continuait à aller en Israël, notamment des pièces pour des avions d'entraînement. Au niveau européen, un embargo sur les armes a peu de chances d'aboutir. Il devrait être approuvé à l'unanimité au Conseil de l'UE. Selon le chercheur, des pays comme l'Allemagne, la Hongrie et la République tchèque, fervents défenseurs d'Israël, le bloqueraient. L'administration Trump a finalement fait marche arrière ce lundi.
Le gouvernement était sous pression pour avoir voulu empêcher certains États américains de recevoir des fonds d'urgence s'ils soutenaient le mouvement appelant au boycott économique d'Israël. Initialement, le ministère de la Sécurité intérieure avait posé comme condition que les États ne devaient pas soutenir la rupture des relations commerciales avec Israël ou limiter ses relations avec les entreprises faisant affaire en ou avec Israël afin de prétendre à un financement. Près de 2 milliards de dollars essentiels pour les opérations de recherche et de sauvetage, pour les salaires du personnel, pour les équipements et les ressources auraient ainsi été perdus. Mais face aux nombreuses critiques qui accusaient le gouvernement de mélanger aide humanitaire et idéologie politique, l'agence fédérale américaine a discrètement supprimé cette clause avant d'en nier l'existence. L'Inde et les Philippines ont organisé de dimanche à lundi leurs premiers exercices navals communs en mer de Chine méridionale. Ce déploiement militaire très médiatisé risque d'irriter la Chine qui revendique la majeure partie de ses eaux. Le chef d'état-major des forces armées philippines, Romeo Bronner, a déclaré que les exercices avaient jusqu'à présent été couronnés de succès et n'avaient suscité aucune réaction immédiate de la part de Pékin. La Chine revendique la majeure partie de la mer de Chine méridionale qui borde le continent d'Asie du Sud-Est comme ses propres eaux territoriales, malgré les revendications conflictuelles des Philippines, de la Malaisie, de Brunei et de Taïwan sur certaines parties des voies navigables. La Cour suprême du Brésil a assigné à résidence l'ancien président Jair Bolsonaro pour avoir violé les mesures de précaution concernant les messages politiques qui lui avaient été imposés. Ces mesures interdisent à Jair Bolsonaro de produire et de partager du contenu, y compris sur les réseaux sociaux, ce que la Cour estime qu'il n'a pas respecté. La plus haute juridiction brésilienne estime que l'ancien président âgé de 70 ans a enfreint l'ordonnance lorsqu'il s'est adressé à ses partisans par l'intermédiaire de ses fils lors d'une manifestation dimanche. Dans une vidéo désormais publié sur les profils de réseaux sociaux de son fils, le sénateur Flavio Bolsonaro, l'ancien président s'est adressé à ses partisans à Copacabana où une manifestation en sa faveur devait avoir lieu. L'équipe juridique de Jair Bolsonaro a déclaré qu'elle comptait faire appel de la décision, estimant que le fait de dire bonjour Copacabana, bonjour mon Brésil, ne constituait pas une violation. Le juge Alexandre de Moraes, qui préside l'affaire Bolsonaro, estime qu'il s'agit d'une violation tellement évidente que le message a été supprimé pour dissimuler l'infraction. Bolsonaro est en procès depuis 2022 et fait l'objet d'une enquête pour avoir prétendument organisé un coup d'État à la suite de sa courte défaite face au président Lula da Silva lors des élections présidentielles. Son cas est sous le feu des projecteurs depuis que le président américain Donald Trump s'est prononcé en sa faveur, exigeant qu'il soit mis fin à ce qu'il a qualifié de chasse aux sorcières. Plus récemment, Donald Trump a lié son nouveau tarif douanier de 50% sur les exportations brésiliennes vers les États-Unis directement à la situation judiciaire de l'ancien président brésilien. Cette nouvelle décision intervient un mois seulement après que Jair Bolsonaro a reçu l'ordre de porter un bracelet électronique et de se soumettre à un couvre-feu et une interdiction de communiquer. L'Espagne suffoque sous une nouvelle vague de chaleur extrême, exposant les personnes les plus vulnérables à des risques majeurs pour leur santé. L'épisode caniculaire en cours a déjà fait une première victime. Un homme de 85 ans est décédé lundi à Badajoz des suites d'un coup de chaud. Pour le seul mois de juillet 2025, 1060 décès liés à la chaleur ont été recensés en Espagne, selon le système de suivi de la mortalité quotidienne du pays. Un chiffre qui marque une hausse de 57% par rapport à juillet 2024. Depuis le début de l'année, plus de 3200 personnes sont décédées pour des raisons attribuables à des températures extrêmes, un bilan déjà largement supérieur à celui de l'année précédente, de près de 2500 décès, alors même que l'été est encore loin d'être terminé. 9 communautés autonomes sont placées en alerte jaune ou orange avec des températures pouvant atteindre jusqu'à 42 degrés. Selon l'agence météorologique nationale espagnole, cette vague de chaleur pourrait se prolonger jusqu'à la mi-août. La Chine fait face à une épidémie alarmante de chikungunya, une infection transmise par les moustiques. Dans la province du Guangdong, dans le sud du pays, plus de 5000 cas ont été signalés ces derniers jours. Les autorités ont déclaré qu'un cas importé a déclenché une transmission locale en juillet, mais n'ont pas précisé l'origine de l'infection. Pour empêcher la propagation de la maladie, Pékin a ordonné l'élimination des lieux de reproduction des moustiques dans les eaux stagnantes et libéré des centaines de poissons mangeurs d'insectes dans les lacs et autres plans d'eau. Les habitants des zones les plus touchées sont appelés à éliminer les eaux stagnantes de leur domicile, y compris dans les pots de fleurs, sous peine d'amende.
La transition énergétique vers des sources d'énergie verte est l'un des défis les plus importants auxquels est confrontée l'Union européenne. Bien que l'objectif soit clair, atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, le chemin pour y parvenir est semé d'embûches. Cela est particulièrement évident dans le secteur de l'énergie éolienne. La Pologne illustre à la fois les opportunités et les défis de cette transformation. Jak jesteśmy nad Bałtykiem czy nad morzem, wiemy, że tam zawsze właściwie wieje w każdym momencie dnia i nocy. To powoduje, że ta energetyka jest bardzo stabilna, produkuje dużo energii. Do tego jest oddalona od ludzkich siedzib, więc nikomu to nie przeszkadza, nie ma żadnych problemów. Bałtyk jest relatywnie płytkim morzem, co też ułatwia inwestycje. Des travaux sont en cours pour la construction de parcs éoliens en mer Baltique. Le premier d'entre eux, Baltic Power, devrait commencer à produire de l'énergie en 2026. Rozpoczęliśmy pierwszą fizyczną budowę na morzu turbin wiatrowych, więc już pierwsze turbiny na Bałtyku polskie stoją. To jest farma o mocy 1200 MW. Dwie kolejne farmy prawdopodobnie zaczną tą konstrukcję na morzu już w przyszłym roku, a do 2030 roku będziemy mieli 6 GW mocy, czyli 6000 MW z turbin wiatrowych na morzu. To bardzo dużo, biorąc pod uwagę, że nie tak dawno zaczęliśmy cały ten projekt. La Pologne dispose d'un potentiel important en matière d'énergie éolienne, ce qui crée des opportunités en termes d'indépendance énergétique. To szansa dla polskiego przemysłu i dla polskiego biznesu. Już dzisiaj bardzo wiele dużych fabryk powstaje w Polsce, ale to też szansa na eksport polskich produktów na rynki zagraniczne, bo offshore wind to globalny biznes, który tak naprawdę na tych samych komponentach rozwija się wszędzie, pod każdą szerokością geograficzną. La Pologne se trouve aujourd'hui à un tournant alors qu'il y a encore quelques années, le charbon dominait le secteur énergétique national.